Bonsoir, bienvenue à cet entretien avec l'auteur Éric Mathieu. Je m'appelle Geneviève Turcot. C'est moi qui ai le plaisir d'animer ce qu'on espère notre dernière entrevue virtuelle sans doute du livre et que l'année prochaine, on sera de retour en personne. Donc, le roman de ce soir, c'est Dans la solitude du Terminal 3, qui est le troisième roman pour adultes pour Éric Mathieu, mais bon, en 2020, avait publié aussi un roman pour enfants, Capitaine Boudu et les enfants d'Acédie, qui d'ailleurs pour lequel vous avez remporté un prix Trillium de livre pour enfants, donc félicitations. Mais là, on est dans un tout autre univers. On est très, très, très loin des cours de linguistique, puisque d'ailleurs, vous êtes professeur de linguistique à l'Université d'Ottawa. On est dans une espèce de cauchemar, je dirais, à plusieurs couches. C'est l'histoire de Nathan Adler, un jeune Ottavien de 19 ans, solitaire, qui se cherche beaucoup, qui travaille comme cuisinier, mais qui rêve d'écrire. Donc, moi, j'aimerais qu'il... Là, on va dérouler ça ensemble, mais à la base, comment est arrivé sur votre table de travail ce personnage-là? En fait, j'avais envie un peu de parler de moi quand j'étais plus jeune, puis j'avais ce désir d'écrire, mais j'y arrivais pas vraiment. Et donc, je me cherchais beaucoup, comme beaucoup de jeunes. Je cherchais qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, quel genre d'études. Donc, je me cherchais beaucoup, et j'essayais d'écrire, et donc j'ai voulu parler de ça, de me remettre un petit peu dans de cet épisode de ma vie. Alors bon, c'est pas une autobiographie, c'est vraiment un roman, donc il y a beaucoup de choses qui sont romancées, mais j'ai voulu me remettre dans cet état d'esprit, donc d'un jeune qui est un petit peu paumé, qui se cherche. Et en fait, dans le livre, il a vraiment du mal à écrire, il a besoin Mhm. d'aller vers les autres pour trouver un modèle, donc c'est pour ça qu'il va trouver un modèle, en l'occurrence dans le personnage de Antoine Dulis, qui est écrivain déjà. Donc il a vraiment quand même du mal à créer, c'est vraiment plus vers la fin où il arrive à écrire. Et donc, ça parle un petit peu du processus d'écriture dans ma vie où j'ai quand même pas mal de temps finalement à accomplir un projet et ça a duré vraiment longtemps, je dirais une vingtaine d'années, avant de finir quelque chose qui me plaisait véritablement. Dans le cas de Nathan, ce qui est intéressant, l'événement déclencheur de cette quête-là littéraire, c'est qu'il est témoin d'un accident d'auto. Et la victime, si on veut, Adam, qui s'en sort très bien, là, il est pas très blessé, va disparaître. Mais Nathan va récupérer des trucs qui lui appartiennent et tout le roman, ce qu'il va le chercher, c'est retrouver cette personne-là, dans le fond, qui devient, pour qui il développe une obsession Mhm, complètement, une obsession amoureuse, une mhm, mhm, fascination. Et en voulant se glisser, en cherchant ce personnage-là, il va se retrouver dans l'entourage d'Adam, un entourage, ma foi, assez particulier. Non? mhm. Il y a l'écrivain Antoine Dulis. Et là, c'est la porte à tous les abus de toutes les sortes, mais on comprend que c'est un peu le parcours que Nathan a besoin de faire pour se retrouver lui. Mais Mhm. mon Dieu, que vous lui en faites vivre des choses pour qu'il se retrouve. Vous n'avez pas Ouais, été bah pas tendre mal, ouais. avec lui. Ouais. Ouais. Non, j'ai tendance à faire ça. J'avais fait un peu ça aussi dans Les Suicidés d'eau claire. Donc, mes Mhm. personnages souffrent beaucoup. C'est peut-être un peu exagéré, mais ça fait partie un peu du genre qui m'intéresse. Donc, il y a un genre gothique dans le livre. Je dirais que c'est à moitié réaliste et à moitié surréaliste, on pourrait dire. Donc, il y a un petit Mhm. côté gothique. Le personnage d'Adam dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est une espèce de fantôme parce qu'on le voit jamais. On Ouais. parle de lui. Il arrive jamais aux fêtes auxquelles on l'attend, etc. Donc il y a toujours ce personnage qui est ambigu, qui est distant, on le retrouve pas. Donc je voulais comme, si vous voulez, avoir un fantôme dans le livre sans avoir un fantôme comme dans les histoires traditionnelles. Donc il y a un tas de figures comme ça littéraires qui se glissent dans le livre. Et pareil pour le personnage principal de Nathan, il souffre beaucoup comme souffrent beaucoup d'héros ou d'héroïnes dans les livres gothiques du 19e ou du 18e siècle. Donc il y a un côté exagéré pour finalement parler des sensations humaines, des sentiments humains, de manière un petit peu exagérée pour rentrer dans ce genre qui m'intéresse, Mhm. gothique on pourrait dire. Mais c'est ce qui est intéressant aussi parce que en s'intégrant, si on veut, mais je dis intégrer, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus le groupe qui l'adopte et qui, Mhm, qui en mhm, font pratiquement un otage. Et cette espèce de personnage fantôme, c'est qu'on est dans le fantastique, on est dans le thriller. En tant que lectrice, je ne pouvais pas cerner un genre en particulier. Puis je pense que ce qui fait aussi la force et qui rend le parcours de lecture intéressant, c'est qu'on on sait pas tout à fait où est la ligne entre la réalité, qu'est-ce qui est rêvé, mhm, et Nathan non plus le sait pas. Donc, mhm, il peut pas nous guider non plus comme lecteur, parce que lui,
il finit par douter lui aussi de tout ce qui lui arrive, si c'est vrai ou pas. Mais j'imagine que pour vous, cette espèce de liberté que vous êtes donnée, ben, ça vous a donné la possibilité d'aller dans plusieurs eaux, là. Bah, en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi au niveau formel de l'écriture, c'est de jouer avec les genres. Donc, c'est vraiment un roman Mhm. multigenre qui joue beaucoup. Ouais. Donc, je parlais de gothique tout à l'heure, mais qui travaille beaucoup sur la forme. Donc, ça m'intéresse. Ça vient aussi de mon travail de linguiste. Donc, dans Mhm. le livre, il y a par exemple des passages qui sont descriptifs. D'autres passages, c'est beaucoup des dialogues, un peu comme au théâtre. Tous les Ouais. passages dans le Terminal 3, c'est un peu écrit comme un scénario de cinéma. Donc, il y a vraiment un mélange des genres littéraires. Et puis, j'aime, comme vous l'avez dit, marier le réalisme et le surréalisme. Et donc, ce jeune-là qui sort de l'adolescence, j'aime parler des personnages jeunes comme ça, parce que l'adolescence, on découvre le monde, on est vraiment dans Mhm. sa tête, et donc on s'ouvre au monde un petit peu de cette manière-là. Donc, c'est pour parler de ce côté un peu surréel qu'ont les jeunes adultes ou les adolescents qui découvrent tout de la vie et qui vivent par contre beaucoup dans leur tête. Et ce qui est un petit peu dangereux pour Nathan, c'est qu'il rencontre bon, des personnages qui ne sont pas forcément bons pour lui, mais lui est très influençable. Comme je disais tout à l'heure, il a du mal à écrire, il a du mal à se trouver, donc il est obligé de se laisser influencer par tout ce groupe, et on n'est jamais vraiment très sûr d'une page à l'autre. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va réussir à se détacher d'Antoine Dulis qui se drogue, qui fait en sorte que Mhm. Nathan va se droguer, va boire beaucoup, Ouais. etc. Donc on essaye de voir si le personnage va s'en sortir, et est-ce qu'il va pouvoir écrire, mais aussi se détacher de tous ces personnages malsains. Mhm. Vous l'avez mentionné, les passages justement qui concernent le Terminal 3, d'où le titre du livre. C'est intéressant parce que ça nous permet, c'est une des clés qui nous permet de comprendre Nathan parce qu'on comprend qu'il a perdu sa mère de façon tragique. Il était encore très jeune et ce deuil-là, la culpabilité entourant ce deuil-là, pèse très, très, très lourd chez lui. On peut s'imaginer sur les épaules d'un jeune de 19 ans comment c'est Mm-hmm. tellement triste. Mais il y a cette histoire-là qui se développe aussi parallèlement, un peu, bon, ben, je vais dire un peu le chemin très destructeur que Mm-hmm. Nathan va Mm-hmm. entreprendre. Mm-hmm. Mais ça aussi, ça l'amenait une autre dimension à votre roman. Oui. Bah, en fait, je voulais parler de ma mère qui est décédée, bon, il y a longtemps, quand j'étais, moi, À qui vous pas dédiez très le livre vieux. d'ailleurs? Oui, voilà, c'est Mhm. ça. Donc, j'avais comme l'idée de parler un petit peu d'elle, mais pas directement, parce que bon, c'était difficile pour moi d'en parler directement, de Mhm. faire quelque chose de biographique. Donc, j'ai trouvé un petit peu ce moyen indirect d'en parler, de parler de l'alcoolisme de cette mère et des difficultés qu'a eu ce jeune à se trouver dans son milieu familial. Donc, je voulais parler aussi de ça de manière formellement différente du reste du livre. Et Mhm. on se rend compte finalement que le Terminal 3, bah, c'est un peu une zone un peu bizarre, qui est un peu calquée sur le bardo dans le livre tibétain des morts. Donc c'est un endroit un petit peu comme le purgatoire chez les Une salle chrétiens, sauf d'attente. que Ouais. oui, une salle d'attente, un non-lieu, un, Ouais. un lieu liminal. Donc on est vraiment entre la vie et la mort. Et c'est aussi pour parler de Nathan qui est un petit peu, qui hésite un petit peu entre vivre sa vie et qui est attiré un petit peu par le côté sombre. Et donc il est lui aussi entre deux. Alors il est entre deux Mhm. le réel et le surréel, mais il est entre deux, peut-être entre la vie et la mort. Et donc, ce Terminal 3, c'est un petit peu un lien qu'il a avec sa mère, mais on se rend compte que pour se libérer de tout ce poids familial, il va falloir qu'il se détache de sa mère. Et à un moment donné, à la fin du livre, je pense on se rend compte que bah, il fait son deuil complètement. La mère doit partir. Au bout de 40 jours, il Mhm. faut partir du bardo, il faut partir du purgatoire. Et c'est vraiment à ce moment-là, vraiment, qu'il arrive à écrire. Alors, c'est intéressant parce que maintenant, il a fait son deuil, il est prêt à vivre sa vie. Les personnes malsaines dans sa vie sont parties, il s'en est débarrassé, et là, il arrive vraiment à finaliser son projet d'écriture. Mhm. Et on dirait que je sens le besoin de préciser aux gens qui nous écoutent, on a l'air de parler d'un livre qui est très, 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 très noir et très, très sombre, mais Nathan est un personnage très attachant. On a envie de le suivre dans ses excès parce que on vient à même s'inquiéter un peu pour lui. On veut pas qu'il lui arrive du mal. Donc, c'est pas nécessaire. Oui, comme vous dites, vous faites souffrir vos personnages, mais euh, avec un peu de douceur. On a envie, on n'est pas, je veux dire, on n'est pas déprimé là en lisant ça du tout là. Oui, bah Ouais, ouais, comme vous dites, c'est un ouais, personnage qui est quand même attachant, c'est quand même un ouais. personnage gentil qui essaie de s'en sortir, puis je pense qu'on peut
on peut vraiment comprendre un petit peu d'où il vient, parce qu'on a peut-être tous un peu vécu à un moment donné pendant l'adolescence, quand on était jeune adulte, on se cherchait, tout le monde a eu ça dans sa vie. Donc on peut Ouais. s'imaginer un petit peu le parcours qu'il a. Alors ici, c'est un petit peu exagéré, mais on espère qu'il va s'en sortir. Donc c'est pas quelqu'un qui est méchant, c'est plutôt tout ce qu'il a autour. Et donc forcément, ça force le lecteur à s'attacher à lui, pas forcément aux autres personnages qui sont malsains, Non. comme on le disait tout à l'heure, mais à lui. Et donc on essaie on voudrait qu'il s'en sorte. Et puis peut-être qu'à la fin du livre, bon, c'est un peu ambigu, mais peut-être qu'il s'en sort, peut-être quand même. Comme je le disais, il arrive quand même à écrire, donc ça c'est quand même une cible importante dans sa vie. Il y est arrivé. Et puis après, il a cette espèce de liberté. On ne sait pas trop ce qui se passe à la fin, mais il a au moins réussi ça dans sa vie. Ce qui est très important, comme je le disais tout à l'heure, il a quand même réussi à se détacher de tous les personnages malsains. Et donc, par exemple, Antoine Dulis, à la fin du livre, il est plutôt, comment dire, soulagé finalement que Mhm. il n'est plus en contact avec lui. Il a enfin réussi. Il a eu beaucoup de mal parce qu'il a essayé plusieurs fois avant. Hein, il était à Montréal, il a essayé de revenir à Ottawa pour échapper à tout ce groupe. Il revenait à chaque fois, il pouvait pas s'en empêcher. Et je pense qu'à la fin, il a vraiment accompli la séparation d'avec ce groupe assez On le sent méchant. plus solide. Voilà, plus Euh, solide. ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, en fait, moi, l'impression de lectrice que j'ai eue, c'est qu'on découvre aussi, à travers les personnages qui ont d'innombrables discussions sur la littérature, sur les courants littéraires, sur des œuvres qui les ont marqués. C'est un roman qui parle beaucoup de littérature. C'est un roman aussi qui parle beaucoup de musique. Vous nous partagez plusieurs playlists que Nathan met dans ses oreilles. À quel point, moi, c'est une des premières questions que j'ai notées, à quel point ces playlists-là sont représentatives de vous, ou est-ce qu'elles sont loin? Et toutes ces œuvres très importantes, que ce soit pour Antoine et les autres personnages, à quel point ça vient rejoindre le Mhm. littéraire que vous êtes. Mhm. Oui, Oui, en et le fait, vous avez méloman raison. aussi. Ouais. Mm. Oui, non, c'est vraiment un livre sur l'écriture. C'est vraiment ça. Ouais. Et c'est vraiment le parcours d'un personnage qui doute au début, qui se cherche, qui veut créer. Il est très artistique, mais il sait pas comment faire. Alors, c'est Mhm. vraiment un travail là-dessus. C'est un livre sur la création littéraire, finalement, qui était un Ouais. peu, finalement, une façon de parler de moi en écrivant ce livre et les autres d'avant. Donc, il y a beaucoup de références littéraires, il y a beaucoup parfois même presque de pastiches littéraires par rapport à certains Mhm. genres, comme je le disais tout à l'heure, Ouais. c'est un livre multigenre. Et puis au niveau de la musique, bah, moi quand j'avais 18 ans, c'était la musique que j'aimais dans les années 80. Donc ça c'est représentatif de moi. J'ai voulu que le livre se passe en 1995, 84 Mhm. pour en faire bah, presque un roman historique pour parler de cette époque-là, de la musique, Ouais. etc. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'aimais beaucoup. J'ai habité à Londres, en Angleterre pendant longtemps, donc c'était la musique de l'époque. Ça m'intéressait beaucoup de travailler là-dessus et de faire rentrer ça dans le roman, parce que pour moi, quand j'étais jeune, la musique c'était très 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 important, comme beaucoup d'adolescents ou de jeunes adultes. Ça faisait vraiment partie de ma vie. Donc la musique et la littérature faisaient partie de ma vie. La littérature, ça a mis plusieurs années pour se Mhm. développer. La musique, ça m'accompagnait dans ma vie, mais aussi dans mon travail littéraire. C'est pour ça que j'ai voulu l'intégrer dans le livre. Mhm. Mais c'est intéressant parce que, comme je disais en début d'entrevue, bon, c'est un livre qui mélange énormément de genres littéraires. C'est un livre avec plusieurs couches de cette histoire-là. Et en mélangeant les formes, en nous ajoutant aussi la musique et toutes ces références littéraires-là, c'est plein de clés, oui, pour comprendre le personnage de Nathan, mais pour comprendre aussi votre travail à vous. Et ça nous donne envie, moi, je veux dire, il y a des deux, trois artistes que je connaissais pas, que j'ai été chercher, voir c'était quoi. Mhm, Ça l'ajoute un peu à l'expérience. Et moi, ça m'a mhm, ramené un peu à tu sais, des livres d'ados où on devait participer, même si on ne nous demande pas du tout de participer dans mhm, votre roman. Quand même, mhm, c'est intriguant. Quand on lit que Nathan écoute telle musique, on se dit, ah, mais c'est quoi ça? Puis moi, j'arrêtais, mhm, j'allais sur mon téléphone, puis je suis mhm, certainement pas mhm, la seule, mais mhm, ça mhm. l'ajoute une autre dimension. C'est intéressant Ouais, aussi, là. ouais. Oui, ben en fait, j'aime bien faire des romans là-dessus à deux niveaux. Donc, on peut lire l'histoire Ouais. d'une traite sans forcément reconnaître les références, par exemple, ou s'y Mhm. intéresser. Donc, il y a quand même une histoire classique, hein, où il y Mhm. a un peu de suspense, etc. Bon, il y a des personnages, il y a toute une panoplie de références littéraires, j'allais dire, traditionnelles. Et puis, à côté, il y a un tas de références qu'on peut reconnaître ou non selon bah, ses envies, ses connaissances. Et donc, à chaque fois, on peut aller regarder, ah, tiens, c'est quoi la Mhm. référence, etc. Donc, il y a un travail littéraire là-dessus qui prend une distance, finalement, par rapport à l'histoire. Donc, j'aime écrire mes romans à deux niveaux,
quelque chose d'assez finalement réaliste et traditionnel, en ajoutant quelque chose de plus postmoderne, on pourrait dire, en Mhm. parlant du livre lui-même. Et le manuscrit sur lequel travaille Nathan d'ailleurs, c'est le titre du livre Dans la solitude du Terminal 3. Donc il y a une espèce Mhm. d'enchâssement du livre dans le Ouais. livre. Donc c'est comme un travail formel en plus du travail de l'histoire traditionnelle. Mhm. Comme on l'a mentionné, c'est un livre qui parle énormément de littérature. J'avais un peu envie de m'amuser parce que, bon, à un certain moment, Nathan devient, on peut le qualifier d'assistant personnel de Mhm, l'écrivain Antoine Duvis, je pense mhm, on a bien statué qu'il n'était pas la meilleure influence pour lui. Et il retranscrit une entrevue que Antoine a mhm, déjà accordée à un média. Alors, je me suis dit mhm. que, bon, ben, jouons le jeu jusqu'au bout. OK. Une des questions, si vous étiez un personnage de roman, qui seriez-vous? La réponse d'Antoine, c'était Humbert Humbert. Vous, si vous étiez un personnage de roman, qui seriez-vous? Un personnage de roman. Bah, il y a un roman qui me vient tout de suite à l'esprit que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune parce que je l'ai étudié à l'école. C'est Madame Bovary. Je trouve que le personnage est Mhm. très intéressant. Alors Qui je est dirais d'ailleurs très peut-être. cité, c'est aussi celui d'Antoine Dulis, Madame Bovary, qui revient Oui, à ah, il le plusieurs cite. Ok, reprises d'ailleurs oui, dans ça je votre me livre. souviens pas. Ok, Ouais. bon. Alors oui, je dirais Madame Bovary. C'est intéressant. C'est un personnage tragique aussi à qui il arrive toutes sortes de choses atroces. Elle meurt vraiment atrocement à la fin, en fait. Ouais. Oui, ça j'aime beaucoup ce roman-là. Oui. Et ce personnage-là aussi, je trouve, qui est un personnage finalement assez tragique, un peu naïf aussi, très romantique d'une certaine manière. Mais je trouve que ce qui est intéressant chez Flaubert, justement, il se moque un petit peu d'elle. Donc justement, à côté de l'histoire traditionnelle qu'il essaye de raconter, il y a beaucoup de travail critique sur ces personnages. Donc ça m'intéresse. Ouais. Mhm. Quel écrivain auriez-vous aimé rencontrer? Dans le roman, Antoine Dulis mentionne Sade, vous? Peut-être Marguerite Duras, ça aurait été intéressant de discuter avec elle. Donc, c'est pas forcément mes goûts à moi sont pas forcément ceux Non, d'Antoine non. Dulis, donc ça peut être J'imagine différent. parce qu'il est assez particulier. Ouais, c'est ça. Marguerite Ouais. Duras, je dirais, parce que c'est un personnage vraiment intéressant, puis c'est quelqu'un qui vraiment est un monstre de la littérature quand on regarde ce qu'elle a fait, c'est vraiment intéressant. Et c'était un personnage aussi intéressant. Quel livre aimez-vous relire religieusement? Est-ce que ça vous arrive de relire certains romans auxquels vous retournez? Moi, c'est très rare. Assez rarement parce que, à moins de travailler sur quelque chose de précis, puis là, il faut que je Ouais, relise le livre. J'aime pas trop relire les livres parce que souvent, même des livres que j'ai adorés, parce qu'on relit pas de la même manière, on peut être non, déçu. Et puis, ouais. il y a des livres qu'on a adorés, on a peur vraiment de finalement découvrir des défauts. Donc, c'était quand même assez rare que je relise des romans. Oui, très, très rare. Dernière petite question de vos propres questions que Mhm. je vous lance. Mhm. Quel est pour vous l'auteur du 20e siècle le plus constant dans son œuvre? Je trouvais que c'est une question qui était complexe. Ouais, Le plus constant dans son œuvre. son œuvre. Ouais. Oui, bah là peut-être, c'est peut-être la réponse de Dilly, je me souviens plus. Je pense que Nabokov, peut-être, c'est lui, Oui, peut-être c'est que je mentionne. Nabokov. Bon, ok, Ouais, bon, c'est ça, oui, ouais, parce c'est qu'il a fait celui-là. vraiment plein de livres. Puis il a d'abord écrit en russe, puis après en anglais, mais finalement, peu importe la langue dans laquelle il écrivait, c'était toujours très intéressant au niveau formel. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup sur la langue, c'est ça qui m'intéresse aussi en tant que linguiste. Souvent, les histoires n'étaient pas le plus important pour lui. C'était vraiment un travail sur le langage, finalement. Donc là-dessus, Mhm. c'était constant dans sa carrière, du début jusqu'à la fin. Il a travaillé sur le langage. Donc ça, c'est intéressant pour moi. En début d'entrevue, je l'ai mentionné que bon, votre dernier roman était pour enfants, vous avez remporté un prix. Euh, est-ce que c'était voulu de revenir au roman pour adultes ou vous auriez pu continuer sur votre portée vers les enfants ou comment ce projet-là, celui-là, s'est inscrit là? Oui, ben en fait j'aime bien comme innover, puis comme chercher aussi des genres littéraires différents, travailler sur les nouvelles, les romans adultes. Ça fait partie de Mhm. mon travail d'auteur que je prends vraiment au sérieux. Alors j'essaie des genres un peu différents. Donc c'était un défi pour moi d'écrire un roman pour enfants parce qu'on n'écrit vraiment pas de la même manière. C'est beaucoup plus simple, etc. Mais c'est quelque chose que je voulais faire aussi au niveau de la linguistique. Je voulais faire découvrir la variation linguistique, par exemple, aux enfants dans le livre. Mais c'est aussi le livre pour enfants, un livre qui parle aussi de la création, parce que je voulais que Mhm. Félix, le personnage principal, ait aussi, en fait, une envie artistique, mais
par rapport à ses amis, là, ses collègues sur le vaisseau spatial, il pensait ne pas avoir de talent. Puis finalement, à la fin du livre, on se rend compte que c'est lui qui écrit le livre. C'est un peu le même procédé que dans La solitude du Terminal 3. Et finalement, il se Mhm. découvre finalement un talent pour l'écriture. Donc c'était un roman dont je voulais finalement parler d'écriture et parler aussi un peu de linguistique, mais dans un genre complètement différent. Donc, comme je le disais, peut-être le prochain roman, ça sera quelque chose de complètement différent. Mais pour les romans jeunesse, oui, j'espère pouvoir continuer quand même. Peut-être une suite au Capitaine Boudu, d'ailleurs, on va voir. Mhm. Parce que j'imagine, c'est ça, la façon de travailler est complètement différente, là. Il y a une façon de parler aux enfants, de s'assurer que le message va se rendre euh, au-delà de vous, votre propre procédé de création. Oui, oui, Vous oui. vous adressez pas du tout. Il y a Non, un non. public très précis là, avec Oui, lequel c'est ça. travailler. Là. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, la première version que j'avais de mon roman jeunesse, c'était beaucoup trop long, un peu trop compliqué, beaucoup trop de scènes. Il faut vraiment aller à l'essentiel. Dans un roman d'adulte, on peut broder, on peut essayer de chercher des épisodes et puis de creuser un petit peu, que ça soit un petit peu plus long. Bon, pour les romans jeunesse, il faut que l'histoire se passe vite. Les enfants peut-être ont moins de patience que les adultes, alors il faut vraiment aller à l'essentiel. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment très différent. Il faut faire plus court, des phrases plus courtes, plus claires, et que l'histoire Mm. se développe très rapidement. Donc ça, c'est vraiment un défi pour un écrivain. Je trouve ça fantastique c'est aussi stressant d'une certaine manière, mais ça fait partie un petit peu de la Ouais. création littéraire. C'est un mélange de stress et de satisfaction quand on y arrive. Donc c'est toujours un Ouais. bonheur de voir les gens réagir à son travail parce que quand les gens ont aimé ça, c'est vraiment un bonheur total. On se dit, bon, j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais faire. Une question du public qui est intéressante. On vous demande, n'y a-t-il pas une influence de David Lynch dans La solitude du Terminal 3? Oui, pas seulement dans celui-là, dans les autres aussi. J'aime beaucoup David Lynch, Mm. son cinéma, qui est quand même assez sombre, mais qui joue encore une fois avec le réalisme et le surréel. Je dirais que oui, le début, les romans que j'écris souvent sont inspirés beaucoup du cinéma et de scènes de cinéma qui m'ont marqué. Et donc le début du roman Dans la solitude du Terminal 3, en fait, ça commence exactement comme le film de David Lynch, Mulholland Drive, par un accident de voiture, Mhm. un personnage mystérieux féminin au début. Donc oui, effectivement, il y a des références beaucoup à David Lynch dans mes livres que j'adore. Et c'est un peu rendre hommage à son cinéma que de commencer par cette scène qu'on retrouve dans son film Mulholland Drive. Oui, exactement. Oui. Ben, c'est une excellente question. Alors, s'il y a des gens qui veulent continuer, n'hésitez pas pour les envoyer dans le clavardage. Est-ce qu'il y a déjà un nouveau Allez-y, vous vouliez dire Non, quelque j'allais chose? dire, Ajouter c'est pas quelque le chose? seul cinéaste qui m'intéresse. J'aime beaucoup aussi Cronenberg, par exemple, et Mhm. puis d'autres réalisateurs qui jouent avec le réel. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et le cinéma m'intéresse beaucoup. Et j'ai l'impression que quand j'écris une histoire, un roman, je développe en fait un style presque cinématographique. On en parlait tout à l'heure pour le Oui. Terminal 3, les épisodes, où ça fait un peu Mhm. comme une caméra qui regarde un petit peu la scène. Donc l'écriture est très cinématographique. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler. Donc c'est ça que je voulais ajouter. Merci. Le temps file. Est-ce qu'il y a déjà un nouveau projet sur votre table de travail? Est-ce qu'il y a déjà un nouveau roman qui se glisse dans vos idées? Si oui, pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, alors moi je suis bombardé d'idées sans arrêt, et j'écris tous les jours. C'est une espèce de pratique que j'ai parce que on oublie vite et puis on est vraiment très occupé dans sa vie. Alors on pourrait ne pas écrire pendant longtemps. Donc j'essaie d'écrire tous les jours, et comme avec la pandémie, bah, j'ai eu plus de temps que d'habitude pour écrire. Donc j'ai pas mal de projets d'avance, mais là le projet est terminé, ça va être l'année prochaine, toujours à la mèche, un roman, j'allais dire historique, c'est pas véritablement historique, c'est plutôt une métafiction historiographique. Donc c'est un roman qui va se passer au Québec au 19e siècle, qui va parler de révolution, de groupes de femmes qui vont essayer de se battre pour avoir une indépendance, former une commune, un peu comme la commune de 1870. Donc ça, c'est encore un défi que je me suis lancé, écrire un roman
historique, mais pas historique traditionnel, si vous voulez. Hein. Donc c'est une Mhm. métafiction. Encore une fois, c'est un travail formel qui utilise beaucoup de procédés formels. Et c'est quelque chose sur lequel je voulais travailler. Donc ça, c'est terminé. Ça devrait paraître l'année prochaine. C'est intéressant. Une autre question du public. On nous reste quelques minutes, mais on a le temps d'y répondre. En quoi la linguistique nourrit-elle votre œuvre littéraire? Vous l'avez Bah, mentionné en tant que, tout un petit peu ouais, tout à l'heure, là. ouais, Mhm. ouais, bah, en tant que linguiste, moi, je travaille en syntaxe, donc c'est vraiment une linguistique théorique très formelle. Donc ça se retrouve dans mon travail. Tout ce qui est par rapport au langage, je travaille beaucoup aussi sur la syntaxe des phrases, sur la prosodie des phrases, le rythme de la phrase m'intéresse beaucoup. Jouer avec le lecteur, avec parfois des chapitres courts, des chapitres plus longs. Donc jouer, parfois on va trouver des questionnaires dans mon roman. Vous avez parlé tout Mhm. à l'heure d'un questionnaire. On trouve un index d'une fausse biographie qui n'existe Ouais. pas. Donc ça c'est le côté ludique, peut-être je dirais que qui m'a toujours intéressé en linguistique. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les alphabets, les décoder. Donc il y a un jeu formel, un jeu linguistique dans mes romans, et c'est là où on trouve le lien entre la linguistique et la littérature, qui au départ pourrait paraître complètement séparé. On pourrait dire bon, mon travail de tous les jours n'a rien à voir avec la littérature, mais je pense qu'il y a un lien énorme, et on le retrouve dans mon intérêt formel littéraire. Ouais. Ben, merci beaucoup, Myriam, pour la question. Je voulais juste revenir rapidement. Vous disiez votre prochain projet là, qui allait être bon, historique, mais pas tout à fait historique. Vous dites qu'il est presque complété ou vous êtes à quelle étape là, de ce Il est travail-là? compliqué, j'ai des corrections à faire. OK, vraiment. Donc, oui, oui. Donc, c'est vraiment terminé. Puis, j'ai toujours en général un roman d'avance. Donc, il y en a un qui est derrière, qui est pratiquement terminé, qui attend. Ce que j'aime faire, c'est l'écrire, le laisser reposer et y revenir après, parce que là, on a une vision complètement différente. Donc, j'essaie de m'en détacher pendant au moins 6 mois. Donc, j'essaie toujours d'en écrire un d'avance et puis de faire un roulement de cette manière-là pour trouver une distance par rapport au travail que j'ai fait. Donc là, il y en a que je mets dans un tiroir, puis que je regarde 6 mois ou un an après. Mais celui dont je parle pour l'année prochaine, je l'ai quand même relu et retravaillé, et il y a encore des corrections à faire, donc il est vraiment dans ma tête en ce moment. C'est vraiment le prochain qui va sortir. Ouais. Une dernière question du public. On peut voir Les Suicidés et La Solitude comme des romans très proches. Est-ce qu'il y aura un roman proche du Goupil? Ah, c'est une bonne question, oui. Bonne Oui, tout à question, oui. oui, c'est une très bonne question. Oui, je dirais que le prochain est proche du Goupil, parce que les suicidés, c'est assez noir, dans la solitude, très noir. Le Mhm. Goupil, ça se finit très bien, c'est vraiment une histoire très différente. C'est plus du réalisme magique. Et le prochain roman, le quatrième dont je parlais tout à l'heure, est effectivement plus proche du Goupil, avec un personnage féminin au lieu d'un personnage masculin. Donc effectivement, il y a un lien entre le quatrième qui s'en vient et le Goupil. C'est une très bonne question. Oui. La question n'était pas signée, mais merci beaucoup. Le temps a filé. Merci énormément, Éric Mathieu, pour cet entretien. Donc, on sait déjà un peu de quoi on va peut-être se parler l'an prochain ensemble, mais en personne. Ça ne sera pas du Merci à tout vous. virtuel cette fois-ci. Merci pour les Merci questions. beaucoup. Puis à tous les gens qui étaient avec nous, ben, je vous souhaite ça fait plaisir et une excellente soirée. Merci, à Merci la beaucoup. prochaine. Bye bye.